Il est 13 h au Bénin. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver dans cette édition. Dans le sommet, nous parlerons de la réouverture et la modernisation de CITES de l'OCOSA. La Société des industries textiles du Bénin va donc reprendre prochainement ses activités. À suivre dans un instant l'appréciation et la joie des populations de cette cité située dans le département du Mono. Ensuite, la noix de cola existe sous différentes formes et couleurs. Elle est très prisée, notamment par les personnes d'un certain âge, appelée communément colo, en langue locale fombée. La noix de cola, vue à travers ses rôles et son importance, reportage à suivre. Enfin, nouvellement installé dans ses fonctions de parlementaire, le remplaçant du député André Okunlola, promu ambassadeur du Bénin près la Russie, est allé prendre langue avec ses populations de la 10e circonscription électorale. À Savin, Ouessé et Kélibo, il était surtout question de paix et de réconciliation. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Un autre chapitre s'ouvre dans l'actualité judiciaire. Hier, le Conseil de l'Ordre des avocats, dans une déclaration, a dénoncé la garde à vue abusive et arbitraire d'un avocat et par conséquent a décidé du boycott des audiences sur l'ensemble du territoire national. En réponse à cette déclaration de l'Ordre des avocats, le procureur spécial de la Créette apporte des clarifications dans une déclaration à lui que je vous invite à suivre. Le mercredi 29 septembre 2021, un peu après 15 heures, les agents de la police républicaine qui venaient de découvrir 2,575 tonnes de cocaïne dans un entrepôt au PK10, route de Porto Novo, ont fait venir sur les lieux le propriétaire du dit entrepôt aux fins d'identification et de constatation contradictoire. Ce dernier s'est présenté sur les lieux à bord de son propre véhicule et avait en sa possession tous ses téléphones portables, étant entendu qu'à cette étape de la procédure, il n'était pas encore en état d'arrestation. Ayant reçu des informations très précises sur les propriétaires de la cargaison, un cartel très violent aux méthodes expéditives, j'ai ordonné la mise en place d'un double cordon de sécurité autour des lieux. L'équipe a été renforcée par des militaires armés. Cette mesure de sécurité a été prise non seulement en raison de la crainte légitime suscitée par ce cartel, mais aussi en raison de ce que plus tôt dans la journée, le groupe avait dépêché à 2 reprises des individus sur les lieux avec de fausses sommes d'argent pour tenter de corrompre les agents en charge de l'enquête. Le premier émissaire s'est présenté avec la somme de 15 millions de francs CFA. Le deuxième s'est présenté avec la somme de 26 millions de francs. Les offres ayant été rejetées et les émissaires interpellés, il était à craindre une réaction violente de la part des propriétaires de cette énorme quantité de drogue. C'est dans ce contexte que le chef de l'équipe d'intervention a aperçu au loin un individu en pleine altercation avec ses hommes. Celui-ci venait de franchir le premier cordon de sécurité et forçait le second, en dépit de l'opposition des forces de l'ordre. Le chef d'équipe s'est rapproché de l'intéressé pour lui signifier qu'il ne pouvait pas rester en ces lieux. Pour toute réponse, il lui a été opposé une violence d'abord verbale, puis physique. L'intéressé soutenait qu'il était le conseil juridique du propriétaire de l'entrepôt et avait à ce titre le droit d'être sur les lieux. Il a été sorti du périmètre de sécurité. Curieusement, une fois près de son véhicule, il a entrepris de filmer l'opération en cours. Cette attitude a achevé de semer le doute sur ses réelles motivations, ce d'autant plus que celui qui prétendait assister et qui, à cette hauteur de la procédure, n'était même pas encore interpellé, avait formellement indiqué qu'il n'avait sollicité les services d'aucun avocat. C'est ainsi qu'il a été conduit au commissariat d'Ekpé pour les besoins de l'enquête. Saisi téléphoniquement ce même jour par Maître Michel Aoumenou, j'ai su que la personne en cause était un avocat, en l'occurrence Maître Enoch Chadari.
j'ai ordonné qu'il soit mis sous convocation pour la suite de l'enquête. Ce qui a été fait dès la fin des opérations d'identification et de sécurisation de l'entrepôt. Parti du commissariat, Maître Enoch Chadaré n'a jamais répondu à la convocation qui lui avait été remise pour le 4 octobre 2021. Le chef de l'équipe d'intervention a formellement déposé plainte contre lui et a été entendu sur procès verbal d'enquête régulier. Et à ce titre, l'enquête suit son cours. Pour conclure, il est à noter que tant l'enquête préliminaire que depuis l'ouverture de l'information judiciaire, Maître Enoch Chadaré ne s'est pas constitué aux côtés de celui qu'il prétendait assister le jour des faits. Il semble avoir été plutôt dépêché sur les lieux par le sieur Philippe Assa, dont il est le conseil habituel. Ce dernier est activement recherché dans le cadre de la récente enquête relative à la découverte d'une nouvelle cargaison de 780 kg de cocaïne qui paraît avoir un lien avec la première saisine de 2,5 tonnes de cocaïne. Je vous remercie. Vous venez donc de suivre les clarifications du procureur spécial de la Criette. Cette édition se poursuit. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 27 octobre dernier, a donné son accord pour la réouverture et la modernisation de la CITES Lokossa, la Société des industries textiles du Bénin. De Lokossa va donc reprendre prochainement ses activités. Une bonne nouvelle justement pour la population de cette cité située dans le département du Mono. Dans le reportage que vous allez suivre, Geoffroy Messan et Florent Dehou nous amènent voir la réaction des habitants de Lokossa. Depuis la fermeture officielle des portes de la CITES en 2004, Lokossa a vu son développement ralentir. Plusieurs personnalités, dont Dakwe Sossou, ont alors pris leur bâton de pèlerin pour mener des actions de plaidoyer et de lobbying pour sa renaissance. J'ai mené des démarches pendant que j'étais maire. Ça n'a pas abouti. Il faut le reconnaître. Le seul aboutissement en réalité était que l'État s'était donné pour mettre à la disposition de la CITES une certaine somme pour ne serait-ce que garder, continuer les activités et garder un petit personnel sur place, ce qui est toujours là. Mais c'était insuffisant. C'est une unité de production qui utilisait près de 1000 agents. Mais quand j'ai quitté et que j'ai regagné l'Assemblée, je n'ai pas laissé tomber. Nous avons pu voir dans des documents d'archives du Parlement des traces de questions orales adressées au gouvernement du président Patrice Talon. Elles remontent au jeudi 7 juin 2018. J'ai voulu poser un certain nombre de questions, dont la 6e était de savoir qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour réhabiliter ou pour redonner vie à Lokossa. Les archives sont là. Ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, la gérance, était au 3e point. Et c'était la toute dernière qui, aujourd'hui, a été retenue par le gouvernement, qui a même déjà trouvé ceux qui vont, en terre à terre, louer la CITES. Des présidents passés nous ont promis qu'ils vont le faire jusqu'à leur départ, ils n'ont rien fait. Et lorsque le président Talon est arrivé, il a décidé de le faire. Nous, on a cru que c'est faux, puisque les gens nous ont menti plusieurs fois, ils n'ont rien fait. Mais lorsque lui il a dit ça, on a dit que ça devient chanson. On ne regarde même pas là. Et par surprise, hier soir, la nouvelle est tombée. Oui. Lorsque la nouvelle est tombée, toute la CITES, tout Monokoufo, et en particulier, en général, le Bénin le remercie. Le remercie beaucoup de tout ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas facile de prendre des décisions comme ça. Les présidents ont passé, Yahi Boni a passé, il a donné des cotons, on n'arrive pas à trouver une solution à ça parce que les gens ont écrit au ministère pour dire que c'est des ferrailles. Et le gouvernement tourne dos à la CITES. Mais l'arrivée de Talon, il a su mettre les points sur les i. Et il a vu clair ce qui se passe. Il a pris une décision audacieuse.
Tel est ce que nous venons d'entendre hier soir en Conseil des ministres. Je le remercie beaucoup. À en croire le relevé du Conseil des ministres en date du mercredi 27 octobre dernier, afin de la réhabiliter et relancer l'activité industrielle dans la ville de Lokossa, le gouvernement a conclu un accord avec la société Dongako SA qui a soumis une offre de reprise. Il faut que le nouveau locataire assez les choses pour que nous puissions trouver des soulagements dans un bref délai. Même si on ne nous prend pas et qu'on reprend aujourd'hui nos enfants, nous aurons la paix. Quand quelque chose de bien rentre dans une cité, tout le monde en bénéficie. Même si nous les anciens, nous sommes déjà hors course, il faut que cette reprise d'activité apporte du travail à nos enfants. Ça va porter un développement à Lokossa, plus adieu. Nous souhaitons quand même bon vent à ce gouvernement qui veut quand même que la cité se reprenne et que toutes les activités de Lokossa en général vont reprendre. Je profiterai par ici pour dire pas merci au chef de l'État. Non, ce n'est pas pour lui dire merci. C'est pour lui dire que nous sommes en train de voir ce qu'il est en train de faire. Lokossa voit. Le Bénin tout entier voit. Lokossa se frotte les mains. Le gouvernement du président Patrice Talon a donc acté la mise en concession de la CITES Lokossa pour la reprise de l'exploitation. La vraie renaissance de la Cité de l'Espérance est donc en marche. Ça grogne dans le rang des aspirants au métier de l'enseignement. Ils dénoncent le traitement et la banalisation de leur situation par les autorités. Sur la liste des revendications, problème de quota horaire, paiement de 12 mois sur 12 des salaires. Le commentaire est signé Wahabali Para. 2 ans après l'initiative très tôt contestée de réorganisation de la formule de vacation des enseignants béninois en un système dit d'aspirana au métier, de quoi retourne l'impact sur l'éducation des enfants? Difficile de répondre sans avoir recours à l'actualité de ces hommes et femmes indignés de leurs conditions de travail dans les écoles. Les aspirants au métier d'enseignant, il y en a qui sont pompeusement appelés comme ça parce qu'ils sont déjà enseignants de formation. Oui. C'est à tort qu'on les appelle plutôt. Du 27 mai au 21 juin 2019, des élèves professeurs sortis fraîchement d'école normale des enseignants et officiant dans le privé, de même que d'autres vacataires crédités de plusieurs années d'expérience dans les établissements publics du Bénin, sont appelés à un test de recrutement empreint de particularité. Il ne garantit nullement un titre d'agent permanent ou contractuel de l'État, mais fait de ces hommes de la crèche soumis à ce test des aspirants au métier d'enseignant. Une terminologie qui ouvre déjà le bal des remous autour de ce nouveau statut de l'enseignant béninois attribué à Maouniok Kakpo, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle d'alors. Je suis enseignant au CEGEC Baou. J'ai commencé ce métier d'enseignement il y a 6 ans. J'ai été envoyé à Baou il y a de cela 3 ans pour la première année de l'aspirana. Le gouvernement nous appelle les aspirants, sinon que nous sommes des enseignants bontaines. Je suis un professeur certifié des SVT. Après mes 4 ans à l'université, après l'obtention de la maîtrise, je suis allé faire l'école normale. Je suis sorti avec alors un diplôme de CAPES. Donc je suis un enseignant, mais je suis dans le système de l'aspirana. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a envoyé ici, au CEGEC où il y a de cela 3 ans. Ces aspirants sont recrutés pour officier et être payés 9 mois sur 12, les laissant au dépourvu durant les 3 mois de vacances scolaires. Le contrat d'exercice de ces enseignants est ficelé par l'Agence nationale pour l'emploi et 1 an après l'expérience première, l'innovation est réitérée avec le fameux quota horaire des 30 heures par semaine exigé à ce type de personnel. Ces derniers se voient donc en charge de 8, 9 voire 10 classes pour couvrir au moins 28 heures au moment où leurs collègues en poste dans les mêmes établissements sont dans une moyenne de 18 à 20 heures de cours hebdomadaires du simple fait qu'ils sont fonctionnaires d'État.
Sur ce volet, le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, a fustigé la surexploitation des aspirants au quotidien avec une accentuation du phénomène qu'il qualifie de nomadisme professoral. On a dit qu'il faut les recruter 12 mois sur 12. Et les 12 mois sur 12 auraient évité ce que je viens de dire, de faire observer. On n'aurait pas dit il faut qu'ils commencent en octobre, certains commencent en octobre parce que, mais si c'est 12 mois sur 12, ils commencent au même moment que les ACE, les ACDPE et les FE, fonctionnaires d'État, les agents contractuels d'État, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Il y a un seuil de fatigabilité. Et ils ne peuvent pas. Donc, ils vont faire la présence dans les classes. On aura ce qu'on veut, les gens sont présents dans les classes, mais ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Et ça c'est évident. Nous le constatons quand nous faisons les visites de classe. Ça va agir sur le rendement, dites-vous. Oui. Il y aura la présence dans les classes, mais il n'y aura pas la qualité. Vous enseignez de façon saisonnière. C'est-à-dire que vous êtes enseignant pour une période de 9 mois et après, vous restez là, vous n'êtes plus enseignant et vous vous démerdez. Il n'y a plus de rémunération et il faut attendre 9 autres mois avant de commencer maintenant par espérer de nouveau. Et quand c'est comme ça, je vous dis ouvertement, j'ai bien envie de décrocher et de trouver autre chose qui me permettra d'avoir des revenus quotidiennement et sur une longue durée. La nouvelle année scolaire en cours remet sur le tapis la situation des enseignants aspirants, eux qui n'ont pas eu de prime de rentrée. On compte également dans leur rang un bon nombre n'ayant pas encore signé le contrat d'activité, faute de crédit horaire suffisant, alors que leur effectif s'est agrandi avec le recrutement de 662 nouveaux du côté de l'enseignement technique. Excepté la consommation, le fruit est utilisé à plusieurs autres occasions. La noix de cola existe sous différentes formes et couleurs. Elle est très prisée, notamment par les personnes d'un certain âge. Appelée communément golo en langue locale fongbe, cette forme de noix de cola se distingue du cola garcinia, appelé aussi en langue locale fongbe arowe. Elle intervient dans nombre de domaines, notamment les consultations, libation, le baptême, la dot ou autres caractéristiques thérapeutiques. Le golo joue aussi un rôle spirituel. C'est un messager entre le monde des vivants et celui des esprits. La noix de cola a vu à travers ses rôles et son importance. C'est un reportage de notre équipe régionale de Boycon. La noix de cola. Il en existe sous plusieurs formes et de différentes couleurs. C'est un fruit populaire qui se vend dans nombre de marchés au Bénin, du continent et même à l'international, appelé communément golo ou banja. La noix de cola porte également d'autres noms selon la langue ou le pays. Les bonnes dames et autres marchands qui commercialisent ce fruit s'en procurent la plupart du temps dans la sous-région. Parce que graine du colatier représentée par le cola netida ou le cola acuminata, le golo se distingue du arowe, le garcinia cola. Il est de la famille des sterculiacées, très prisé. En Afrique, les terres propices à sa germination et à son développement se rencontrent dans les régions centrales, occidentales et dans les forêts tropicales. Consommée depuis des générations, cette forme de noix de cola est appréciée par beaucoup de personnes à cause de ses nombreuses vertus. très souvent la cola, dans son nom en fongbe, on l'appelle glo. Ça veut dire que ça nous protège. Ça nous protège contre beaucoup de choses. La cola
c'est-à-dire fait beaucoup de protection à l'homme. Donc, l'esprit Vodou-Tron utilise la cola pour sauver ses adeptes. Et celui qui mange la cola, il a la protection divine. En plus de ses caractéristiques thérapeutiques, la noix de cola est aussi appréciée pour ses effets stimulants à cause de sa forte teneur en caféine, 1 à 4%. Consommée fraîche ou débarrassée de cet tégument, elle est longuement mâchée et développe d'abord une saveur astringente et amère, puis sucrée. Symbole de bienveillance, le golo tient aussi une place importante dans les us et coutumes. Selon certains anciens et autres dépositaires de la tradition, cette noix de cola intervient dans les consultations, les libations et autres rites spirituels et traditionnels. Chez les musulmans, par exemple, elle est aussi présente lors du baptême, du mariage ou même de la dot. Masala sisi mele lo no san me be habitant fo bo ele mi mo ton be ro vie o ele nu kon kuro o vie o e jo an blo nde tin bo re ko lo nu lo mi ka blo o e yi gbe a e fele ne ji o lo be ko nko me nu we ko ndo nu we je we o e yi gbe ne vi je fino kuro lo je fino je we kuro go mi atakun je mi amo mo ma ko we mo di go nko. La cola, c'est aussi un messager qui se situe entre nous hommes et le fétiche tronc. Si aujourd'hui tu as un problème, le fétiche tronc peut te demander de lui donner un nombre ou bien une quantité de cola et qui va te servir là comme un sacrifice. Et lui, quand il prend ça, il prend ces colas pour régler tes problèmes avec. Le fruit cola, c'est un fruit sacré. Ça a trop de puissance. D'ailleurs, quand tu le prends, ça a la couleur jaune ou verte, mais quand tu mets tes ongles dedans, quand tu le divises en deux, quelques minutes après, ça devient rouge. C'est comme s'il y a du sang dedans. C'est un fruit mystérieux. Naturellement, c'est un fruit que Dieu a béni. Il a donné la puissance. Et quiconque qui peut utiliser ce fruit-là aura les bénédictions de ce fruit. En toute chose, c'est la cola qui est au premier plan chez l'esprit tronc. C'est sur ça que l'esprit tronc même est basé. Existant sous plusieurs couleurs, blanchâtre, rouge ou jaunâtre, cette noix de cola peut avoir une forme arrondie, ovale ou quelconque. Elle est consommée de préférence fraîche et d'ailleurs, pour la maintenir dans un état hydraté, les bonnes dames vendeuses l'aspergent régulièrement d'eau ou la recouvrent de tissu mouillé. Bien d'autres astuces sont également utilisées pour toujours garder la noix de cola fraîche. D'autre part, il existe des saisons pendant lesquelles le fruit est abondamment disponible et à bas prix. On revient à Cotonou à présent où les occupants du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou sont sommés de quitter sur les lieux, et ceci au plus tard le 31 décembre 2021. C'est une décision du gouvernement qui prévoit ériger sur les lieux un complexe artisanal. L'une de nos équipes de reportage est allée apprécier l'ambiance au sein des occupants et autres usagers. C'est un constat signé Narcisse Alossé, Rachidi Soubirou. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, dans la matinée de ce mercredi 29 septembre 2021. L'ambiance apparemment est habituelle, mais derrière, les occupants ruminent encore une nouvelle apprise 24 heures plus tôt de la bouche du directeur du centre. Ils vont nous donner 3 mois pour déguerpir de cette lieu. 3 mois pour débarrasser le plancher, pas plus. À en croire certaines indiscrétions, l'État a annoncé un projet qui prévoit l'érection d'une galerie d'art, d'un village artisanal et d'un pôle sportif. Seulement, certains occupants disent avoir reçu la nouvelle comme un coup de massue. Ah, ça nous a surpris. Et que depuis hier, nous sommes vraiment dépaysés. Vous avez dit aux gens, à 31 décembre, vous allez quitter ici pour aller où? Normalement, si nous dit de quitter, il faut aller dans tel endroit. Là, depuis hier, on ne comprend plus rien. Vraiment, jusqu'à présent, je n'ai rien, on n'a rien pour le moment dans la tête, parce que c'est une surprise. On a réussi ça mal. En revanche, d'autres usagers des lieux semblent admiratifs de l'État et de sa décision. Plus loin, ils en expriment le bien fondé. Vu l'âge de la maison, vu la vétusté des lieux,
vu l'insalubrité qui reste pour un pays du monde, il est temps qu'on agisse à réformer cette maison. Réformer une maison vieille de plusieurs décennies et qui fait aujourd'hui face aux réalités de la modernité. Mais ce sur quoi l'unanimité est faite ici, c'est des mesures d'accompagnement après le déguerpissement. Nous demandons toujours au chef d'État de regarder un peu que nous sommes toujours des citoyens béninois. L'État n'est pas quand même si mauvais comme ça, de venir nous dégrimper sans nous changer de place. Et nous les artisans, nous les promoteurs d'art, nous restons dans une grappe, c'est-à-dire dans un groupe. Sinon, nous ne vendons pas. Ce n'est pas un produit où, quand tu vas t'extirper et tu te mets à quelque part dans la vie, tu prends une boutique seule, tu vas vendre. Non. Nous avons le devoir de rester ensemble. Et on va nous retrouver à tel point. Si l'État nous enlève, c'est une bonne chose. Qu'on dit seulement, vous devez partir le 31, mais déjà, le 20 novembre, on nous dit, votre nouvel atterrissage, c'est tel point. Ensemble, ils plaident pour leur relogement le temps des travaux de rénovation afin de préserver cette vitrine du tourisme béninois. Parce que l'artisanat, c'est quelque chose qui est consommé par les étrangers. Et rares sont des Béninois qui achètent des objets d'art. C'est consommé par les étrangers. Et quand les touristes ils descendent, ils vont à l'hôtel. Leur deuxième destination, c'est le centre de promotion de l'artisanat pour voir ce qui se fait dans le pays et acheter certaines choses. Enfin, des cris de cœur lancés pour, ont-ils dit, éviter des difficultés d'ordre social. Il y a des familles derrière nous. Si vous voyez une personne, peut-être il a une femme, des enfants, il a peut-être son père, sa mère, il a des frères. Vous connaissez en Afrique, si quelqu'un se débrouille un peu, il a le devoir d'aider un peu ses frères, ses cousins. C'est comme ça se passe chez nous. Donc, celui qui est un peu mieux placé, qui aide les autres, s'il est paralysé, les autres sont morts. Les autres sont morts, ils sont cadavres. Même si le chef d'État veut que les artisans deviennent des aides-maçons pour accélérer le trajet, moi je leur demanderai d'aller aider pour que ça termine très vite. Pour sauver leur unité de production, ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Et entre les sentiments d'amertume et d'anxiété nés de cette décision de déguerpissement, nombre d'entre eux ont encore le cœur à l'ouvrage. Avec le contexte sanitaire, les touristes, eux, y viennent au compte-gouttes. Et d'un constat à un autre, le quartier Plakodi a été vidé de ses habitants, la plupart Popo ou Péda. Le quartier a été entièrement rasé depuis le 18 octobre 2021. Avant l'opération, le gouvernement a ciblé des terres dans la commune de Semepodi pour les reloger avec un appui que l'autorité leur verse. Les déplacés ont même commencé par faire des travaux de construction sur le site, mais pas tous, car d'autres attendent leur parcelle à Siongon, Elvis Domcoin. C'est sur ce site situé à Sekandi dans la commune de Semepodi que vont se retrouver les déplacés de Plakodi. Pour leur déguerpissement du quartier Popo à Cotonou, l'État a identifié cette partie pour les reloger. Les premiers à se voir attribuer leurs parcelles ne perdent pas le temps et se mettent déjà au travail. J'ai été appelé ce matin pour venir voir où se situent nos parcelles. Quand nous sommes venus, le géomètre aurait dit qu'il ne s'occuperait que de ceux qui sont présents. Moi, j'ai pu avoir la mienne et j'y ai posé ma plaque. Le souhait est que tout le monde soit satisfait. Cela leur permettra de ne pas désespérer. J'attends le chèque promis pour commencer la construction. J'apprécie bien. Et je remercie aussi le gouvernement de l'effort qu'il a fait. Et on demande aussi au gouvernement et aux autres populations d'être patients, que l'on aussi va sortir et ils vont retrouver leur place. Tous n'ont pas encore eu satisfaction. Dans la mi-journée de la descente de notre équipe sur les lieux, ils étaient nombreux à attendre désespérément l'arrivée du géomètre assermenté pour leur indiquer leur domaine. Des heures qu'ils attendaient, invités par le géomètre et bravant les intempéries. Nous sommes nombreux ici sur le domaine. Certains ont été appelés une seule fois et depuis rien. Les gens souffrent sous le soleil et la pluie
parce que venus de Kpawu, Ouida, Tori. Qu'on nous aide afin que nos souffrances prennent fin. Nous avons appelé le géomètre qui a promis venir, mais sans fixer un jour précis. Tous ceux qui sont ici sont obligés de repartir. Selon les explications des déplacés, l'État a déjà fait son possible pour leur identifier le site de relogement. En plus de ça, chaque famille a reçu la somme de 5 millions de francs CFA pour ce relogement. Un appui pour leur permettre de s'installer. À Fidjosé, par contre, la réalité elle est tout autre. Des sans-abri, c'est ce qu'ils sont devenus du côté de la plage de Fiéyan 1. Quelques jours après le déguerpissement des populations qui occupaient les lieux, nous avons rencontré des occupants du jour comme de nuit qui sont encore sur le site. Vous verrez des images saisissantes sur leurs conditions de vie. La plage de Fidjosé à Cotonou, quelques jours après l'opération de déguerpissement. À la première lueur de l'aube ce jeudi 28 octobre 2021, le viseur de notre caméra surprend des gens qui visiblement vivent encore sur les lieux. Depuis qu'on a cassé notre maison, nous n'avons nulle part où aller. Moi je suis un orphelin et c'est là-bas nous on dort. On est 5 à dormir dedans. Ils disent n'avoir nulle part où aller. Du coup, des dortoirs de fortune ont été érigés pour leur servir d'abri après le passage des bulldozers. Non, on dort à la plage là-bas. Regarde, c'est notre moustiquaire ça. Quand il pleut, on se couvre à l'aide d'un sachet. Mais on est souvent mouillé et lorsque le soleil apparaît, on sèche les effets. Et en décidant de nous aventurer sur les lieux la nuit, nous avons été édifiés par rapport à ce qui nous avait été servi dans la matinée. Un peu après 23 h ce jeudi 28 octobre 2021. Contraint à dormir à la Belle Étoile. Moi, je suis de Grand Popo, tout comme nous tous qui sommes ici. J'ai 62 ans et c'est ici que je suis né. Aujourd'hui, moi je connais le village et j'y vais, mais mes enfants, non. Des dortoirs sans toit fabriqués au milieu des gravats, les exposant à toutes les intempéries, tout comme aux visites indésirables. À côté, des ustensiles de cuisine et les autres accessoires étalés à l'air libre défient toutes les règles d'hygiène. Nous sommes là pour le soir. S'exposer à la pluie et au soleil, c'est s'exposer aux maladies, alors que nous luttons tous pour être en bonne santé. Leur matériel de pêche aussi subissent le même sort, tout comme leurs enfants, dont les fournitures scolaires ont été endommagées après l'opération de déguerpissement. Du coup, ils voient leur scolarité hypothéquée pour cette année académique 2021-2022. Maintenant, tous sont à la maison. Tous sont à la maison. Avec tous ces dégâts, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc déjà, le premier jour, le deuxième jour, la nuit, il a plu. La journée, il a plu. Bon, toutes les affaires sont mouillées. Comment ils vont aller? Dans le rang de ces sans-abri, certains ont pu récupérer ce qui peut l'être encore, attendant ce qu'ils semblent appeler ici la terre promise, avant d'embarquer. Ils nous avaient promis qu'ils allaient nous reloger. Et c'est ce que nous attendons pour partir. Parce que nous n'avons nulle part où aller. Mais avant d'y aller, il y a des formalités à remplir. Seulement, ces dernières nécessitent encore des frais à payer. Le chef quartier a dit que nous devons payer un peu plus de 20 000 francs. Et que le dernier délai, c'est aujourd'hui. C'est ça qui nous stresse. Le lot quotidien ici, c'est le stress pour ces populations en détresse. Ne sachant plus à quel sein se vouer, elles tiennent toujours compagnie au reste de leurs effets, attendant un regard bienveillant des pouvoirs publics.
Et pour conclure cette édition, l'honorable Romaric Ogoualé prend contact avec sa base nouvellement installée dans ses fonctions de parlementaire. Le remplaçant du député André Okunlola, promu ambassadeur du Bénin près la Russie, est allé prendre langue avec ses populations de la 10e circonscription électorale. Une tournée de 3 jours, les 5, 6 et 7 novembre 2021, qu'il a conduit à Savet, Ouessé et Kilibor, et au cours de laquelle il était accompagné de plusieurs autorités politico-administratives au menu des échanges, des questions de développement, mais aussi et surtout de paix et de réconciliation. Jacques Débé et Ibrahim Bakounouré l'ont suivi et voici le compte rendu. Je suis prêt, votre député est là. Prêt pour le nouveau challenge, prêt pour sa nouvelle mission républicaine. L'honorable Romaric Ogoualé est porteur d'un espoir pour la 10e circonscription électorale. Première étape de cette tournée de prise de contact, la préfecture du département des Collines. Ce vendredi 5 novembre 2021, le tout nouveau député rend une visite de courtoisie au préfet Saliou Doumbou. Cap ensuite sur la 10e circonscription électorale. De Savet à Kilibor, son arrondissement natal, en passant par Ouessé et Glazoué, l'élu du peuple est accueilli en fanfare. La loyauté a payé. Et aujourd'hui, nous célébrons la prise de pouvoir de la jeunesse. Je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Votre mandat sera un mandat à nul autre pareil. Installé officiellement dans ses fonctions le jeudi 16 septembre 2021 à l'Assemblée nationale, Dr Romaric Ogoualé place son mandat sous le signe de la paix, du pardon et de la réconciliation. Ceci afin de panser les plaies nées des violences ayant émaillé les dernières joutes électorales dans le département des Collines. Le président Patrice Talon, en commençant sa tournée nationale, en commençant cette tournée par la ville, par la commune de Savet, il ne savait pas qu'il semait les grains de la paix. Quand quelqu'un a déjà semé le grain de la paix, le reste, on ne peut que poursuivre. C'est justement le secrétaire général national, Abdoulaye Bion Tchané, qui m'a chargé de demander à l'honorable Ogoualé de placer cette prise de contact à Savet sous le double signe de l'union et de la paix. En français, en argot comme en fond, l'élu bloc républicain a convaincu sa population de la nécessité de regarder désormais ensemble de l'avant, nonobstant les appartenances politiques. Aujourd'hui, ce qui se passe dans cette ville, je crois les aveugles ont vu. Les sourds ont commencé par entendre que le développement réel a commencé à travers les investissements. Et c'est ici le lieu de dire que nous ne sommes pas encore satisfaits. On veut encore plus. À chaque étape de sa tournée, l'honorable Romaric Ogoualé a reçu les bénédictions des têtes couronnées, des sages et des dignitaires religieux, ainsi que la chaleur des populations qui voient en lui le symbole d'une union retrouvée entre les fils et filles de la 10e circonscription électorale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.